Le jour de mon mariage, ma sœur a fait un scandale, elle a jeté du champagne, détruit mon gâteau et a hurlé, « C'est ce que tu mérites pour te croire meilleur ». Ma mère l'a serrée dans ses bras, elle a juste besoin de se défouler. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai fait ce à quoi personne ne s'attendait. J'ai retiré la compte de ses frais de scolarité, gelé le bail que nous avions co-signé, mais à 8h40 du matin, ils ont eu la vraie nouvelle. C'est fou comme un seul instant peut réécrire chaque souvenir que l'on pensait solide. Le 3 août était censé être le plus beau jour de ma vie. 43 invités, du jazz doux en fond sonore, le lieu juste comme il fallait. Ma fiancée, Émilie, semblait tout droit sortie d'un rêve. J'avais travaillé comme un forcené pendant des années. Mission de consultant, long vol, nuit sur des bancs d'aéroport, sous-payé juste pour rester dans la course. J'avais enfin réussi quelque chose de ma vie. Je pensais pour une fois avoir le droit de célébrer cela. Bethany ne l'a pas vu de cette façon. Elle est arrivée en retard. Ça aurait dû être mon premier indice. La cérémonie était déjà terminée. Elle est entrée, vêtue d'une robe dorée dos nu, comme si c'était le soir du bal de promo. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas souri, a pris un verre de champagne et a trouvé un coin. Je l'ai croisée du regard une fois, et elle m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Pour n'importe qui d'autre, elle aurait pu paraître simplement de mauvaise humeur, mais je connaissais Bethany. Ce silence était le prélude. 3 semaines plus tôt, elle m'avait appelé en pleurs parce que sa voiture était encore tombée en panne. Elle m'avait déjà emprunté $1200 en avril pour des réparations. Cette fois, elle disait qu'elle avait besoin d'une toute nouvelle voiture, et que c'était urgent. Je lui ai dit non, non pas parce que je n'avais pas l'argent, mais parce que j'étais fatigué d'être toujours son plan B. Et honnêtement, elle ne faisait même plus d'efforts. Elle séchait les cours, faisait la fête avec des gens 2 fois plus âgés qu'elle, disant à nos parents qu'elle se cherchait. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je ne pensais pas qu'elle reporterait ça sur mon mariage. Je lui ai donné le bénéfice du doute. Je l'ai toujours fait. Elle a attendu le toast. Juste au moment où je me suis levé pour remercier tout le monde d'être venu, parler d'amour, de construire une vie avec quelqu'un qui vous apporte la paix. Bethany s'est levée aussi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait elle-même porter un toast. Mon verre était encore à moitié chemin de ma bouche. Puis elle l'a jeté. Le champagne a décrit un arc parfait et a explosé contre la table des desserts. Il a brisé un cadre photo de moi et Émilie souriant sur une falaise à Maui. Puis elle a attrapé le gâteau de mariage et l'a poussé comme si elle renversait une table. Le gâteau n'est pas tombé, il s'est effondré. 3 étages, des décors en sucre délicat, des fleurs personnalisées, tout cela étalé sur le sol. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a hurlé assez fort pour que les gens à l'extérieur du lieu l'entendent, « C'est ce que tu mérites pour te croire meilleur ». Le silence qui a suivi était tel que j'ai pu entendre le téléphone de quelqu'un vibrer. Quelques invités ont regardé autour d'eux, espérant que c'était peut-être une mise en scène ou une farce élaborée. Ce n'était pas le cas. Ma mère a couru vers Bethany comme si elle venait d'être agressée. Elle a juste besoin de se défouler, a-t-elle dit, la tenant comme si elle était une victime de guerre. Les parents d'Émilie m'ont regardé, incrédules. Mon témoin n'a pas bougé. Même le DJ a arrêté la musique. Pas d'excuses. Pas de remords. Bethany n'a même pas pleuré. Elle est simplement sortie comme si elle avait prouvé quelque chose. Je n'ai pas dit un mot. Non pas que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que ce n'était pas le moment. Je n'allais pas la laisser transformer mon mariage en son tribunal. J'ai souri, dit quelques mots doux à Émilie, et fait un signe de tête au coordinateur. Le reste de la nuit a boité. Certaines personnes ont dansé, d'autres ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé, mais il n'y a pas eu de véritable reprise. Le souvenir était déjà gravé. À la maison, cette nuit-là, Émilie était silencieuse. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Ce n'était pas le cas, mais j'étais concentré. Pendant qu'elle changeait de robe, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail universitaire et j'ai révoqué la compte des frais de scolarité que j'avais versé pour Bethany le mois dernier. $9 400 envolés. Puis je suis allé sur le portail de location en ligne pour le bail d'appartement que j'avais co-signé. Exactement à 8h40 le lendemain matin, Bethany m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a suivi avec 3 SMS.
C'est quoi ce bordel? Pourquoi le portail est-il bloqué? Je ne peux rien accéder. C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas répondu, car ce matin-là n'était la fin de rien. Au moment où Bethany a envoyé son 6e SMS, elle a laissé tomber la confusion passive. Le dernier disait juste « Répare ça ». J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai préparé du café. Je n'ai pas dit à Emily tout de suite, non pas que je cachais quelque chose. Elle l'aurait de toute façon soutenu, mais parce que je voulais une minute pour savourer le silence. Le mariage était terminé. Le chaos était passé, et pour la première fois depuis des années, j'avais cessé d'être le filet de sécurité de Bethany. Vers midi, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis, elle a laissé un message vocal, « Ta sœur est très bouleversée. Elle se sent abandonnée. Rappelle-moi. » L'ironie. Elle n'était pas abandonnée quand j'ai co-signé le bail, ou quand j'ai payé son acompte, ou quand j'ai couvert ses frais de découvert, les tirer d'une situation Airbnb ratée, lui et envoyé $500 juste jusqu'à vendredi, ce qui s'est transformé en silence radio pendant 4 semaines. Personne ne m'a appelé alors pour me demander ce que je ressentais. Bethany ne m'a pas parlé pendant 2 jours après le mariage. Puis elle s'est présentée devant mon appartement. Emily l'a vue par le Judas et n'a pas ouvert la porte. Elle a frappé pendant environ 10 minutes. Fort, rythmé comme un enfant essayant de commencer une bagarre. Emily a finalement entrouvert la porte, lui a demandé ce qu'elle voulait. Bethany n'a même pas dit bonjour, elle a directement enchaîné avec des exigences. Elle a dit qu'elle avait 5 jours pour payer le loyer et qu'elle avait déjà dépensé tout l'argent de son travail d'été, qu'elle comptait sur l'acompte des frais de scolarité, que je n'avais aucun droit, que j'avais une obligation morale de tenir mes engagements. Emily lui a dit que je n'étais pas à la maison. C'était un mensonge. J'étais dans le salon, mais je n'étais pas intéressée à parler à travers une porte. Pas avant qu'elle ne montre une sorte de remords, ce qu'elle n'a pas fait. Elle est partie en criant quelque chose sur les droits légaux, sur le fait que je ne pouvais pas tout retirer sans avertissement. Mais elle avait tort. J'ai vérifié le bail. J'étais le titulaire principal du compte. Elle était la résidente. Elle n'avait aucun pouvoir là-dessus. Pas légalement. Je pouvais couper les ponts. Et je l'avais fait. 3 jours de plus passèrent. Elle m'a envoyé un email avec pour objet « Tu fais ça sérieusement ?» À l'intérieur, elle exposait une ventilation complète de ses dépenses à venir. Elle voulait que je réactive les frais de scolarité. Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle devrait abandonner le semestre. Que si elle était expulsée, ce serait ma faute. Puis elle a essayé de me culpabiliser. Elle a dit qu'elle avait ruiné le mariage parce qu'elle était dépassée et que j'aurais dû comprendre, que j'étais la seule personne de la famille avec de l'argent réel et que je laissais cela me monter à la tête. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email à Emily avec une note, « Ton tour de lire le cirque ». C'est à ce moment-là que Bethany a escaladé la situation. Elle est revenue. Cette fois, elle a attendu qu'Emily rentre du travail et a essayé de se glisser derrière elle par la porte. Emily n'a pas crié. Elle a attrapé Bethany par le bras, l'a traînée dans le couloir et lui a dit que si elle tentait cela à nouveau, elle appellerait la police. Puis, sans avertissement, Emily a attrapé une poignée de cheveux de Bethany et l'a poussée dans le couloir. Pas de drame, juste une force brute et nette. Bethany a hurlé et a trébuché, mais Emily n'a même pas scié. Elle a fermé la porte et l'a verrouillée comme si elle avait jeté les poubelles. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était mon père. Il a commencé l'appel avec un soupir. Il a dit, « Écoute, il faut qu'on parle de ta sœur. » Je lui ai demandé de quoi exactement il voulait parler. Il a dit qu'elle était en train de sombrer et que je devais l'aider à se relever. Que ce qu'elle avait fait au mariage n'était que des émotions et que je ne devais pas le prendre personnellement. Que j'étais assez grand maintenant pour être la personne la plus mature. Je lui ai dit que je le faisais déjà depuis des années. Il m'a dit de ne pas la punir pour un mauvais moment. Je lui ai dit que ce n'était pas un moment. C'était un schéma. J'ai raccroché quand il a commencé à parler d'unité familiale parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore admis. Bethany ne sombrait pas. Elle tombait enfin.
Après qu'Émilie ait jeté Bethany dehors, nous n'en avons pas parlé tout de suite. Ce n'était pas gênant. Nous étions juste silencieux. Je lui ai versé un verre de vin et nous nous sommes assis sur le canapé comme si rien ne s'était passé, mais je sentais quelque chose bouger entre nous. Pas de mauvaise façon. Plutôt comme si les choses s'étaient stabilisées. Comme si Émilie avait tracé une ligne à l'encre indélébile et qu'aucun de nous n'avait à deviner où elle se situait. Bethany n'est pas revenue le lendemain, mais elle n'a pas non plus disparu. Elle a commencé à envoyer des SMS à Émilie. Pas à moi, à Émilie. Des excuses enveloppées de culpabilisation, de petits paragraphes prétendant être matures, mais se terminant toujours par une variation de « il me doit ça ». Émilie a tout ignoré. Elle a bloqué son numéro après le 4e message. Puis Bethany a changé de tactique. Elle a envoyé des SMS à sa mère et à son père en disant qu'Émilie l'agressait physiquement et la traitait comme une chienne. Elle a fait croire qu'elle s'était présentée pour se réconcilier et qu'Émilie l'avait tendu un piège. C'est à ce moment-là que le groupe de discussion est apparu. Mon père m'a ajouté, Émilie, ma mère et Bethany dans un vortex chaotique et à taper, ayons une discussion honnête sans crier ni bloquer. Nous sommes toujours une famille. Bethany a réagi la première. Elle a dit qu'elle était blessée. Elle a dit qu'elle avait agi ainsi au mariage parce qu'elle se sentait invisible. Elle voulait que quelqu'un reconnaisse à quel point elle se sentait oubliée. Elle a affirmé que je lui frottais son succès au nez depuis des années. Puis ma mère s'est jointe à la conversation. Elle m'a dit qu'il était temps de passer à autre chose et de lui pardonner pendant qu'elle se cherchait encore. Elle a terminé son message par « C'est toujours ta petite sœur ». Émilie a quitté le groupe de discussion. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu avec exactement 3 phrases. Ce n'est pas un bébé. Elle a 22 ans et elle doit apprendre le prix du manque de respect. Silence après cela. Personne n'a répondu. Pas de bulle de saisie. Juste cette étrange tension numérique silencieuse qui semble plus forte que les cris. 2 jours plus tard, j'ai appris par ma cousine que Bethany avait fait ses bagages et quitté son appartement. Elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle ne trouvait pas de sous-locataire. La société de location m'a contacté pour la paperasse finale. Je ne me suis pas battue. J'ai tout signé, je me suis assuré que mon crédit était en sécurité et j'ai tourné la page. Mais le véritable coup de poing est arrivé une semaine plus tard. Bethany s'est réinscrite à l'école, non pas sous mon nom, mais sous celui de mes parents. Il s'est avéré qu'ils ont payé les frais de scolarité eux-mêmes après toutes les plaintes concernant l'argent, après toute la culpabilité concernant le fait que nous n'avons pas les mêmes opportunités que toi, ils ont juste sorti la carte et ont payé en silence. Aucune annonce, aucune excuse, ils l'ont juste fait comme si cela avait été une option depuis le début. Donc, ils avaient l'argent. Ils ne voulaient simplement pas le dépenser pour elle tant qu'ils pouvaient me faire pression. J'en avais fini. Je n'étais pas en colère. Je me sentais simplement libérée. Émilie et moi étions assis sur le balcon cette nuit-là, buvant du vin bon marché et mangeant des restes, et je lui ai dit que j'avais l'impression qu'une attente de 10 ans avait été coupée. Elle a souri et a dit, « Bien. Maintenant, nous pouvons vivre. » Et ce fut la première nuit où je la crus vraiment. Environ une semaine après que Bethany ait officiellement quitté son appartement, les choses se sont calmées. Plus de SMS en colère, plus de visites surprises. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait que la tempête était passée. Puis ma mère a appelé. Pas de « salut ». Pas de « comment vas-tu ». Juste « tu seras à l'anniversaire de ton père samedi prochain, n'est-ce pas ?» Comme si rien ne s'était passé. Comme si mon mariage n'avait pas été détourné. Comme si ma sœur n'avait pas provoqué la scène dont les gens parlaient encore. J'ai dit que je n'étais pas sûre. Elle a fait une pause puis a dit, « Bethany sera là. Je veux que vous parliez tous les deux comme des adultes. Et je veux que tu arrêtes d'être si froid. » Cette partie m'a étrangement frappée. J'étais le froid, pas celle qui a saccagé un gâteau de mariage et hurlé devant une foule, pas celle qui vivait à mes crochets depuis 3 ans, mais celle qui a finalement dit assez. C'est contre qui ils étaient en colère. J'ai raccroché sans rien accepter. Cette nuit-là, Émilie et moi avons préparé le dîner et n'en avons même pas parlé avant d'être à moitié repas.
Elle a dit que nous ne devions pas y aller. J'ai acquiescé. Puis, vendredi soir, la veille de la fête, quelque chose d'encore plus ridicule s'est produit. Bethany m'a envoyé une demande Venmo de $1800. Libellé, pour le gâteau et le cadre brisé. Lol. Disons que nous sommes quittes. Je n'ai même pas réagi au début. J'ai juste tendu mon téléphone à Emily et suis sortie sur le balcon. Quand je suis revenue, elle avait l'expression la plus calme sur son visage. Je lui ai demandé ce qu'elle avait écrit. Elle a haussé les épaules et a dit « ça ne va pas lui plaire ». 15 minutes plus tard, Bethany nous a bloqués tous les deux partout. Nous ne sommes pas allés à la fête d'anniversaire de mon père, mais Bethany, oui. Et elle n'est pas venue discrètement. Elle s'est présentée dans une combinaison blanche qui ressemblait étrangement à une tenue de mariée. Ma cousine Cara nous a envoyé une photo avec une légende, elle n'est pas bien. Apparemment, elle a amené un agent immobilier qu'elle avait rencontré 2 semaines auparavant et a dit à la moitié des invités qu'ils allaient bientôt emménager ensemble. À l'autre moitié, elle a dit « de grandes choses arrivent ». Elle répétait sans cesse « de grandes choses ». Ce lundi-là, nous avons découvert ce qu'était cette grande chose. Bethany a lancé un podcast. Le titre, Les blessures familiales, grandir avec l'enfant doré. La bande-annonce a été diffusée sur Instagram et TikTok. Dans la voix off, elle disait des choses comme « Je pensais que la famille signifiait la sécurité ». Et, parfois, les personnes les plus toxiques sont celles avec qui vous partagez un nom de famille. C'était si théâtral que cela semblait scripté. Mais elle n'avait pas fini. À la fin de la vidéo, elle a remercié un sponsor, une application de thérapie, exactement celle que je lui avais présentée 1 an plus tôt lorsqu'elle m'avait appelé des toilettes d'un bar en pleurant à cause d'une crise de panique. Elle avait signé un vrai contrat. Ils ont reposté sa vidéo. Elle a obtenu plus de 10 000 vues en 24 heures. Les gens dans les commentaires se délectaient, la qualifiant de courageuse, demandant des conseils, lui disant qu'ils se reconnaissaient. Je ne me souciais pas du podcast en lui-même, mais quelque chose en lui me rendait mal à l'aise, comme si j'étais lentement écrit dans la fiction de quelqu'un d'autre. Puis vint le rebondissement que je n'avais jamais vu venir. Elle m'a envoyé un email. Objet, parlons. Le corps était court, j'aimerais te rencontrer. Pas de drame, juste une conversation. J'ai des choses à te dire. Je pense que tu seras fier de moi. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste une formulation calme, parfaitement composée. Cela ne lui ressemblait pas du tout. Emily l'a lu 2 fois et a dit, elle n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Elle nous tend un piège. J'ai répondu par une seule ligne, Emily sera là aussi. Elle n'a jamais répondu, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas fini, et j'avais raison. 3 jours après l'email, mes parents sont apparus à notre appartement. Pas d'appel, pas d'avertissement, ils ont juste sonné à 19h15. Alors qu'Emily et moi dînions. J'ai ouvert la porte à moitié, sans rien dire. Mon père a fait un petit signe de la main comme si c'était juste une visite amicale. Ma mère avait son sac à main en bandoulière comme si elle avait prévu de rester. Elle a dit, nous voulons juste parler calmement. Je leur ai dit qu'ils avaient 3 minutes. Ils sont entrés quand même. Emily est restée dans la cuisine, les bras croisés, ne parlant pas. Elle n'allait pas faire semblant de sourire. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait où elle en était. Ma mère a commencé. Elle a dit que Bethany traversait une période de transformation et qu'elle avait commis des erreurs qu'elle regrettait profondément. Elle a dit que le podcast n'était que sa façon de traiter les choses, que je ne devais pas le prendre si personnellement. Puis mon père a ajouté, elle veut une relation avec toi. Elle ne sait juste pas comment le dire. J'ai demandé si Bethany avait réellement dit tout cela ou s'ils espéraient simplement que je tomberais dans le panneau. Ils n'ont pas répondu. Puis ma mère a dit quelque chose qui a tout arrêté. Elle est revenue vivre avec nous temporairement. Juste le temps qu'elle se reprenne. Emily a poussé un soupir assez fort pour que toute la pièce l'entende. L'image était donc complète. Ils avaient payé ses frais de scolarité. Ils l'avaient laissé revenir vivre chez eux.
Et ils étaient là, non pas pour me demander quoi que ce soit, mais pour s'assurer que je ne lui rendrais pas les choses plus difficiles. Ils ne jouaient pas les médiateurs. Ils géraient. Je leur ai demandé sans détour s'ils lui avaient déjà dit que ce qu'elle avait fait au mariage était mal. Ma mère a dit qu'elle était dépassée. Mon père a dit qu'elle n'avait pas l'intention de tout gâcher. J'ai demandé à nouveau. Est-ce que l'un de vous lui a dit que c'était mal? Ils n'ont pas parlé. Cela m'a tout dit. Ils n'étaient pas en colère contre elle. Ils étaient embarrassés. Et le moyen le plus simple de faire disparaître l'embarras était de me le faire porter. Je leur ai dit que j'en avais fini avec l'argent. Avec la culpabilité. Avec les jeux. Que s'il voulait continuer à financer sa vie, il le pouvait, mais que cela ne viendrait plus de moi. J'ai dit qu'ils avaient fait un excellent travail en élevant une fille qui croit que les conséquences n'existent pas. Puis je leur ai demandé de partir. Ils ont hésité, mais ils sont partis. Bethany ne m'a plus contacté après ça. Mais son podcast a continué. L'épisode 2 parlait des frères et sœurs narcissiques. L'épisode 3 s'intitulait « Quand ils vous font passer pour fous ». Émilie et moi avons ri à celui-là. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié le bail de notre appartement. Il nous restait 8 mois. J'ai regardé nos économies, fait les calculs et dit à Émilie que nous devrions faire un voyage. Quelque chose de lointain. Quelque chose de chaud. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec tout ça. Elle a souri. Le lendemain matin, nous avons réservé 2 vols aller-retour pour les Maldives. Nous partions dans 6 semaines. Pas de famille, pas de drame, juste la paix. Le genre de paix que l'on a enfin l'impression de mériter. Le dernier message que j'ai reçu de Bethany est arrivé 2 jours avant notre vol. Juste un emoji de feu. Pas de mots, pas de contexte. Comme si elle essayait d'envoyer un vague avertissement ou peut-être juste de me rappeler qu'elle regardait toujours. Je l'ai montré à Émilie pendant que nous récupérions les étiquettes de bagages. Elle n'a même pas réagi. Elle a scanné sa carte d'embarquement et a dit « Parfait. Laisse-la brûler. » J'ai bloqué le numéro. C'était le dernier fil lâche avant le voyage. Il y avait aussi le silence de tous les autres. Mon père n'a pas appelé. Ma mère a envoyé un SMS générique « J'espère que tu vas bien », que j'ai ignoré. Il n'y avait plus de sermon, plus de culpabilisation. Je pense qu'ils ont enfin réalisé que je n'allais pas être celui qui réparerait ce qu'ils avaient brisé. Pas cette fois. Nous sommes partis pour les Maldives un jeudi matin. Pas d'escale, pas de précipitation. J'ai regardé Émilie dormir contre la fenêtre tandis que nous traversions des kilomètres d'eau libre. Et pour la première fois depuis des années, mon cerveau ne me brûlait plus. Pas de calcul, pas de plan financier, pas de mission de sauvetage, juste le silence. Notre bungalow était sur l'eau. Littéralement. On pouvait entendre l'océan sous le plancher. Il y avait une pancarte à l'intérieur, pas d'horloge. Laissez le temps redevenir le vôtre. Cela m'a touché plus que cela n'aurait dû. Nous n'avons pas parlé de Bethany. Pas une seule fois. Pas avant le 4e jour. Nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse. Juste le bruit des vagues et des oiseaux quand Émilie a dit « Penses-tu qu'ils l'admettront un jour ?» Je n'ai pas eu à demander de qui elle parlait. Non, ai-je dit. Mais je pense qu'ils savent. Et je crois vraiment qu'ils savent. Pas d'une manière consciente et réfléchie, mais dans ce silence inconfortable qui s'installe lorsque votre bouc émissaire préféré quitte la porte pour de bon. Ils savent que j'ai toujours été celui qui nettoyait ses bêtises. Ils savent qu'ils ont laissé faire parce que c'était plus facile que de lui dire non, et ils savent certainement maintenant qu'ils ne peuvent plus se tourner vers moi de cette façon. Bethany est restée avec eux. Elle n'a pas trouvé un nouvel appartement. Son bail a expiré tranquillement, et le bâtiment a remis l'unité en location sans problème. Je le sais parce que la société de gestion m'a contacté pour la confirmation de signature finale. Elle ne m'a jamais contacté à ce sujet. Jamais dit merci. Jamais dit désolé. Elle ne le fera jamais, mais j'ai arrêté d'attendre cela. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'avais juste besoin que ça se termine. Le podcast a continué pendant 2 épisodes supplémentaires.
L'un portait sur le fait d'être effacé par votre système de soutien. Un autre sur l'abus financier au sein des familles. Je n'ai pas écouté. Mais Cara l'a fait. Elle a dit que Bethany étirait tellement la vérité que cela n'avait plus de sens. Les gens ont cessé d'interagir. Les commentaires ont ralenti. Le parrainage a disparu. Après cela, rien. Le silence n'était pas seulement numérique. Il a saigné dans la vraie vie. J'ai cessé de consulter ces réseaux sociaux. Ma mère a cessé d'envoyer des SMS de groupes passifs-agressifs. Mon père ne l'a pas mentionné la seule fois où il a appelé pour demander un mécanicien. Finalement, Cara m'a dit que Bethany s'était réinscrite à des cours à temps partiel, cette fois en utilisant l'argent de mes parents. Apparemment, ils avaient puisé dans un fonds d'urgence qu'ils avaient gardé pour les imprévus. J'ai presque ri. Il s'avère qu'ils l'avaient tout le temps. Ils ne voulaient simplement pas l'utiliser. Pas avant que je refuse de le faire. Émilie et moi sommes rentrés à une version différente de la vie. Nous avons déménagé dans un meilleur endroit. Plus loin de la ville, plus près du calme. Plus de téléphones qui sonnent. Plus de paiements fractionnés. Juste nous. J'ai obtenu une nouvelle carte de crédit, laissant derrière moi mes jours de cosignature. J'ai même changé le mot de passe de mon compte bancaire pour la première fois en 6 ans. Plus de retraits surprises. Plus de demandes Venmo étiquetées, s'il vous plaît, ne demandez pas. Nous ne parlons plus du mariage. Nous n'en avons pas besoin. Ce n'est qu'un étrange incident dans une histoire qui ne nous appartient plus. Certaines nuits, nous sommes assis sur notre nouvelle véranda avec du vin et regardons le chien du voisin chasser les papillons de nuit sous la lumière du porche. Nous parlons de choses concrètes, de livres, de voyages, d'idées, de l'entreprise qu'Émilie planifie, de choses réelles. Cette ancienne vie, elle ne me semble même plus la mienne. C'est quelque chose que j'ai vu se produire, quelque chose sur lequel j'ai fermé le livre. Parfois, le feu n'a pas besoin d'être combattu. Parfois, il suffit de le laisser s'éteindre de lui-même et de s'éloigner enfin, réchauffé.